Une fillette de 9 ans a été sauvagement agressée en homme. Elle a été laissée au sol et agonisante dans le couloir de son appartement. La dernière personne à avoir trouvé la fillette est John, un agent de sécurité de l'appartement. Il a ramené la fillette chez elle et a appelé la police avec ses parents. Le suspect vivait dans le même immeuble que la fillette. Il avait un chien. Chaque jour, la jeune fille attendait le chien dans le couloir. Elle apportait même des biscuits pour jouer avec le chien. À l'époque, peu de gens utilisaient l'ascenseur. L'homme ne peut s'empêcher d'avoir un esprit d'ordre. Avec 3 autres amis, il a assommé la jeune fille dans le couloir. Il l'a torturée de manière inhumaine. Après un mois d'enquête, la police a rapidement arrêté les 4 femmes. La jeune fille qui a repris ses esprits les a identifiés. Ils pensaient que l'affaire était close, mais la jeune fille a identifié un cinquième suspect, Job, qui l'a gentiment raccompagné chez lui. John a déclaré que la première fois qu'il avait vu la fille, il avait couvert son corps nu avec ses vêtements. S'il était vraiment l'auteur du crime, pourquoi a-t-il renvoyé la fille chez elle? S'agit-il d'un malentendu ou d'autre chose? John vit dans une famille ordinaire en a. Sa femme vend des pâtes à fruits fabriquées à l'homme, ce qui lui procure un maigre revenu. La plus jeune des filles est encore à l'école. L'aînée, Lucy, est enseignante dans une petite ville. Elle et son petit ami ont l'intention de se marier. Elle aussi a vu les nouvelles. Mais comme la police avait bloqué la plupart des informations, elle ne savait pas que l'un des suspects était son père. Elle a seulement appris par sa sœur qu'il y avait beaucoup de policiers autour de l'appartement. Il tâta de rentrer par tard à la maison, et son téléphone était déconnecté. C'est alors qu'elle a compris qu'elle devait se rendre à l'appartement pour vérifier. La policière lui a dit que tous les employés de l'appartement avaient été emmenés pour être interrogés. Il comprend également le père de l'âne, Steven. Selon la théorie, après l'interrogatoire, il serait relâché s'il n'y avait pas de suspect, mais jusque tard dans la nuit. Mais son père n'a pas donné de nouvelles. Meilleur Abby est arrivé en probe à la porte. Elle a demandé à Lucy de l'accompagner à l'appartement. Lorsqu'elles sont arrivées, l'interrogatoire de Steven était terminé, mais lorsque Lucy a demandé des nouvelles de son père, on lui dit d'aller au poste de police et de demander le chef. Elle s'est assise. Le chef a posé beaucoup de questions, comme un criminel. C'est alors que Lucy a compris que son père avait été arrêté comme cinquième violeur. Mais papa avait 60 ans. Comment allait-il pu faire une chose pareille? Lucy pleure et supplie le chef de voir son père. Mais il refuse catégoriquement. Il lui rappelle. Lucy ferait mieux de prendre le reste de sa famille et de quitter la ville. Sinon, les conséquences seraient désastreuses. L'oncle de Lucy est un avocat réputé. Et John lui avait rendu de nombreux services. Il accepte de l'aider à élucider l'affaire. Les nerfs de Lucy se relâchent un peu. Elle rentre chez elle en cachette, à l'insu de sa mère. Elle voit la photo de son père dans le miroir et fond en larmes. Lucy a des 10 ans. À l'école, les professeurs la gardaient pour des cours supplémentaires. Les mains du professeur étaient toujours sur son corps, lorsque tout le monde était en classe. La maîtresse demandait à Lucy de l'aider à porter des choses. Lucy, pour gros cœur, n'y a pas réfléchi à 2 fois. Elle se rendit au bureau. Elle s'est retournée et a découvert que la maîtresse se tenait derrière elle. Et elle se rapprochait de plus en plus. Elle a senti la crise. Elle s'est enfuie, mais le professeur est allé directement chez Lucy, pendant que sa mère faisait ses courses. Il a assis Lucy à côté d'elle. Le professeur s'est approché de plus en plus près. Lucy était si nerveuse qu'elle ne pouvait plus respirer. Heureusement, son père est rentré à temps pour chasser le professeur. Il a appris à Lucy que, dans les moments difficiles, elle devait penser à son père qui se tenait derrière elle. Et qu'elle aurait le courage de dire. Alors comment un père aussi honnête et courageux a-t-il pu être le meurtrier d'une petite fille? Le lendemain matin, elle fut réveillée par le bruit d'une pierre brisant la fenêtre. Lucy sort prudemment pour vérifier. Dehors, rien ne semble s'être passé. Et le voisin la regardait avec une expression féroce. Quelqu'un a déjà publié un article dans le journal sur l'arrestation de John. On dirait que quelqu'un se fâche et passe à l'action. Lucy cache le journal et règle son compte à sa mère et à sa sœur. Elle leur a dit de ne pas quitter la maison avant son retour. Puis elle s'est rendue au cabinet d'avocat pour demander de l'aide à son oncle. Des journalistes attendaient devant la porte. Ils lui ont demandé ce que c'était que d'avoir un père violeur. Les mots tranchants étaient comme Big Toto. Elle n'avait même pas où se cacher et était couverte de boue. Le poste de police était rempli de gens qui faisaient une pétition en faveur de la jeune fille. Tout le monde tenait une pancarte, avec une plainte contre le coupable. Ils demandaient à la police de prendre le meurtrier. Après qu'un agent de sécurité ait secouru une fillette de 9 ans violée dans les escaliers, accusée d'être un suspect, il a été escorté par la police, cagoulé, au milieu d'un concert d'injures. La colère de l'opinion publique n'a jamais été aussi forte. Ils se sont précipités et ont consacré John. Il a hâte de le tuer immédiatement. Certains ont arraché la cagoule de John. D'autres ont enlevé leurs chaussures et ont essayé de les vilancer. Ses yeux vides et puissants faisaient le tour de la foule avant de se poser sur sa fille dévastée. La police est occupée à maintenir l'ordre. Ils n'ont pas rien dit qu'un homme armé d'un couteau s'approchait lentement dans la confusion. Heureusement, au dernier moment, le réalisateur lui a arraché le couteau d'une. Mais il n'a pas vu de qui il s'agissait. Quelques instants plus tard, une bouteille frappe la tête de John. Immédiatement, le sang a coulé. En tant que fille qui a vu son père souffrir ainsi, comment ne pas être trésé? Mais le barreau a informé son oncle que tous les avocats ont été interdits de prendre en charge cette affaire. Parce que la nature de l'affaire est trop grave. Même si John gagne le procès, le public ne l'acceptera pas. Il a fallu beaucoup de temps à l'oncle pour atteindre le poste d'avocat procès. Il ne veut pas perdre son emploi à cause de cela. C'est pourquoi la mort familiale est si fragile face à l'honneur et à la richesse. Il a conseillé à Lucy de demander une aide juridique gratuite. Mais quel genre d'ordre est-ce? C'est plein d'avocats qui n'ont rien à faire pendant les heures de bureau. Il faut la sieste et clignote. Même l'enseigne s'effrite. Comment Lucy pourrait-elle leur faire confiance pour une affaire aussi importante? La petite amie a approché Lucy. Il lui a dit de laisser tomber l'affaire et de l'épouser. Et de s'enfuir. Mais la question de Lucy l'a laissé sans voix. La mère s'est assise par terre et a faux violent.
Il semblait qu'elle n'avait pas réussi à nous cacher la situation. Le soir, l'électricité s'est éteinte sur les eaux à bas. Il y avait une ombre devant l'appart. Elle sortit prudemment pour Félicie. Il s'agissait de l'assistant de son oncle, Kid. Il est venu tard dans la nuit, avec deux nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'il est prêt à aider John à renverser l'affaire. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il bégayait à tout. Il n'a pas eu d'affaire depuis 5 ans qu'il a obtenu son diplôme. Mais tous les avocats de la ville évitent la famille Lousie en ce moment. C'est un miracle qu'il y en ait même à Tivayedi. Le malheur a été suivi d'un malheur encore plus grand. À cause des ragots, Lousie est renvoyée de l'école. Les murs de la maison sont couverts d'insultes dates par des gens en colère. Plus personne n'achète la pâte de maman. Tous les toits ont du mal à joindre les deux bouts. Lousie doit vendre ses bijoux en or. La photo de Kim a été transformée en effigie et placardée dans les rues. Tout le monde les regardait avec dédain, comme si leur existence était une erreur. Et le plus ennuyeux, c'est que les gardiens de prison trouvaient toujours des raisons de leur refuser l'accès à John. Ils ne connaissent donc pas les détails de l'affaire. Alors, par où commence-t-il? Après une semaine de travail sobre, Kim n'a toujours pas trouvé le moindre indice utile. Le tribunal est en session aujourd'hui. D'après la déclaration du chef, le domicile de la victime se trouve juste au coin de l'escalier. À 17h30, le suspect l'a assommé dans le couloir. Une demi-heure plus tard, quelqu'un a fait du bruit dans le couloir. Puis ils se sont enfuis. Effrayé, John a ramené la jeune fille chez elle à 18h30. Ce qui s'est passé pendant cette demi-heure, personne ne le sait. Quand la fille est arrivée chez elle, sa famille l'en avait dit que possible. C'est pourquoi la police n'a pas pu obtenir d'ADN. Ils ont dû porter sur elle pour identifier les suspects. Dès qu'elle a identifié les 4 suspects, elle s'est évanouie. À l'époque, la jeune fille devait prendre un médicament psychothérapeutique. Le chauffeur du chef de la police a exactement la même drogue. Après s'être entretenu avec le père de la jeune fille, il lui a donné le médicament immédiatement. La fille a pris le médicament. C'est là que le bâtiment blesse. Le chauffeur du chef a des 40 ans, mais la fillette n'a qu'un euro. Le dosage était complètement différent pour les deux groupes d'âge. Des médecins ont également témoigné lors des procès que les enfants qui prennent des trucs d'adultes n'ont pas le droit d'en prendre. Il est vrai qu'elle provient des troubles de la pensée, les symptômes du délire. Sa désignation devrait donc être annulée. Le tribunal a donc décidé qu'une nouvelle identification devra avoir lieu dans 7 jours, lorsque la jeune fille sera sortie. Avant de quitter le tribunal, le juge a également donné des instructions aux chaînes. Tout le monde a le droit de rendre visite à ses proches. En cas d'obstruction supplémentaire, elle poursuivrait la police au nom de Lucy. Après tant de jeunes, le père et la fille ont enfin pu se voir. Les blessures de la bouteille de ce jour-là sont encore fraîches. Lucy a juste jeté un coup d'œil et s'est dépêchée de se cacher. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle ne pouvait pas accepter d'être séparée par les barreaux, parce qu'elle ne pouvait pas regarder en face le visage de son père qui vieillissait rapidement. Elle n'a pas eu le temps de parler. Les larmes coulaient déjà à flot. Kim a appris de John que son service se terminait à 18h. Un autre collègue, Steven, travaillait ce jour-là dans l'équipe de nuit, mais Steven était occupé à rencontrer ses beaux-parents pour discuter du mariage de sa fille. Il a dû demander à John de le remplacer. La situation de sa famille n'est pas bonne. Le salaire de l'agent de sécurité de l'appartement est bas. Juste avant le début de l'équipe suivante, John a encore un peu de temps libre. Alors il est allé aider les gens à faire les courses et à livrer de la nourriture. Il essaie de gagner un peu plus d'argent pour aider sa famille. Ce n'est que lorsqu'il vit la fille dans le couloir vers 18h20 qu'il est envoyé chez elle. Voilà pour les détails de l'affaire. Ce n'est que lorsque John a terminé et s'est détourné que Lucy a osé sortir la tête par le coquet. Elle a regardé son père avec tristesse. Kim a trié tous les indices. En plus des 4 suspects présents sur les nues, il y avait un 5e homme mystérieux qui faisait du bruit pour les effrayer. Il a peut-être fait quelque chose d'odieux à la jeune fille. Et la jeune fille, dans son délire, a pris John pour le suspect. Mais qui est cette personne? Un agent de sécurité qui a sauvé une fillette de 9 ans d'argent dans l'escalier est accusé d'être un suspect. Les 2 hommes ont cherché des indices pour prouver l'innocence de John. Ils ont demandé aux collègues de John de confirmer qu'il était occupé à rencontrer ses beaux-parents ce jour-là. John ne mentait pas. Ensuite, ils ont interrogé la babysitter de la victime, le responsable de l'appartement, etc. Ils ont travaillé pendant des jours sans obtenir d'informations utiles. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de se rendre dans le cible de la petite. Leur doigt était encore plongé dans l'obscurité. Le père de la jeune fille raconte avec tristesse que sa fille n'a pas dit un mot depuis l'incident. Même à ses yeux, il n'était plus en paix. C'est un horrible adulte. Il a révélé que la jeune fille avait peur de regarder le visage du suspect lors de l'identification. C'est son père qui lui a appris à identifier le suspect. C'est ainsi que le suspect a été identifié. Lucy voulait rendre visite à la jeune fille. Mais l'oncle de la fille est revenu. Il a saisi Lucy par la peau du cou avec colère. Il l'a jetée dehors. Les 7 jours étaient écoulés. Kim a présenté de nouvelles preuves à la dernière minute. Une vidéo qu'il avait secrètement filmée pendant que le père de la fillette parlait à Lucy. Elle prouve que la fillette n'a reconnu le suspect qu'avec l'aide de son père. Il a menacé d'apprendre à la jeune fille à reconnaître John et de le mettre lui-même en prison. On peut en déduire que la jeune fille ne s'est pas identifiée volontairement. Le juge a donc décidé de ne pas appliquer le père de la jeune fille dans la nouvelle série d'identification. Le tribunal a envoyé un professionnel de l'orphelinat pour accompagner la jeune fille. Mais c'est assez brutal pour une fille sur d'elle. Ses jambes ne cessent de trembler. Elle était de plus en plus agitée, jusqu'à ce qu'elle ne puisse que regarder John. Elle appela son père à Duncan. Le père se précipita et emmena la jeune fille malgré les obstacles du commissaire. En tant que père, il voulait seulement que sa fille cesse de souffrir, puisque cela ne s'est pas bien passé. John fut acquitté. Lucy se sent plus détendue que jamais sur son épaule, mais le rebondissement suivant fut plus que ce qu'elle pouvait supporter. Le père de la jeune fille est revenu à la porte. Il prend un couteau. Ce couteau lui est familier.
Il s'est avéré que c'est lui qui l'a pas réussi à poignarder John avec un couteau et s'est retourné pour s'enfuir. L'homme a fermé la porte à la famille de Lucy. Pas à pas, il s'est approché d'eux, les yeux rouges de haine, la rage la plus hystérique qu'un père désespéré puisse rassembler. Mais la sœur de Lucy est rentrée à la maison. L'homme a regardé l'âge de sa fille, et le chagrin d'amour est revenu en un clin d'œil. Comment pouvait-il avoir le cœur de tuer une enfant si jeune? L'homme laissa tomber le couteau. Il quitta la maison de Lucy, lentement, avec douleur et ressentiment. Ce soir-là, Stephen va féliciter John. Il le félicita pour sa délivrance. Compte tenu de ce qui était arrivé à son père, Lucy demande à Stephen d'emmener papa boire un verre. Faut se détendre. Jusque tard dans la nuit, Stephen a renvoyé son père niveau chez lui. Mais au cours de la conversation, il a accidentellement parlé. Le jour de l'accident, Stephen n'est pas allé voir ses soi-disant beaux-parents. Il était trop ivre pour aller travailler. Mais pourquoi n'a-t-il dit à personne où il se trouvait? Et il a demandé à John de le cacher pour lui. Est-il la cinquième personne que la police cherche à retrouver? Lucy a immédiatement voulu appeler la police. Stephen a paniqué et n'a eu d'autre choix que de dire la vérité. Lucy n'a pas dit à dormir. Alors, elle a emmené son père au poste de police pour signer l'ordre de libération. Elle hésite à passer à l'étape suivante lorsqu'elle tient le stylo. Soudain, Lucy se tourna vers son père et lui demanda: qu'est-ce que vous aviez pu faire entre 18h et 18h30 cet après-midi-là? À 18h, Stephen était vraiment ivre. Il a traversé le bâtiment et a fait du bruit. Cela a effrayé les 4 criminels. En voyant la fille allongée nue dans le couloir, Stephen a lui aussi eu la peur de sa vie. Il a immédiatement raconté l'incident à John. John a dit que la police le considérait comme un criminel parce qu'il était ivre. Il a dit à Stephen de se percher dans le salon et de ne pas s'en sortir. Mais ce qui est étrange, c'est que, quelques heures plus tard, John a appelé Stephen et lui a dit de mentir au public en disant qu'il était allé voir ses beaux-parents. Quel est l'intérêt d'une telle démarche? Lucy est revenue chez la fille. Elle essaie patiemment de la calmer. Elle a sorti la photo de son père. Voyant le visage effrayé de la jeune fille, inconsciemment, elle s'est mise en bout, n'osant pas parler. Elle a enfin compris qui était le 5e criminel. Et la raison pour laquelle Lucy a interrogé John une dernière fois au poste de police. Lucy voulait seulement s'assurer que John ne se sentait pas coupable pour la fille. Comme John est impénitent, Lucy fait demi-tour et s'en va. Elle avait déjà contacté le juge et le chef de la police pour qu'ils viennent chercher la jeune fille afin de procéder à une dernière identification. Cette fois, sans le père de la jeune fille a tout de même tendu la main et identifié John. Il s'avère que John a vu la jeune fille dans le couloir et qu'il a eu de mauvaises pensées. À ce moment-là, il n'était plus un père, mais une bête. Lucy est sortie du commissariat de Cornwall. Elle n'arrivait pas à croire le père avec lequel elle avait grandi. Qui lui avait appris à dire non aux erreurs? Était-il ordure? Et comment pouvait-il mériter d'être appelé un père? 4 ans au passé, la sœur de Lucy a eu ses premières règles. La famille organisa une bar mitzvah à. Tout le monde lui a appris à ne pas porter de chambre, de ne pas sourire aux hommes. Elle devait être rentrée à la maison à 18h. Quelle ironie. Faut éviter de devenir une victime potentielle. Les filles seront obligées de se cacher, mais l'intrigue est en réalité adaptée d'événements réels.